Bienvenue dans cet épisode de Hors Cadre. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Michael. Et on va se parler de jeux vidéo parce qu'on va commencer l'année avec des jeux parce que c'est ça qui est cool. Et si vous n'avez pas vu encore passer ces posts, vous allez le découvrir. Ce qui m'a touché dans tes partages, c'est ta façon de parler de vulnérabilité sans jamais la transformer en discours. Tu le fais depuis le jeu vidéo, moi depuis la parentalité, la neuroatypie. Tu parles aussi de la neuroatypie. Et au fond, j'ai l'impression qu'on parle un peu tous les deux du même sujet. Comment créer des espaces où les différences peuvent exister sans être corrigées. Et c'est pour ça que j'avais très envie de t'inviter. Je te remercie beaucoup d'être là. Bienvenue, Michael Delova. Merci et bonjour tout le monde. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité au micro. Michael Delova, si ton terrain de jeu c'est le jeu vidéo, ton vrai sujet c'est l'humain. Tu crées des expériences ludiques, tu enseignes, tu accompagnes des projets, tu questionnes l'industrie du jeu. Parce que ce qui te distingue vraiment, c'est que tu parles pas depuis une tour d'ivoire, tu parles depuis toi, depuis tes fragilités, tes zones de doute, ton rapport à la santé mentale, à la différence et à ce qui rentre pas dans le cadre. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que beaucoup d'ados jouent, parce que beaucoup s'y réfugient, s'y expriment, s'y reconnaissent, parce que beaucoup de parents regardent ça de loin, parfois avec inquiétude, et parfois sans les clés pour comprendre ce qui se joue vraiment. Dans ce que tu racontes, dans ce que tu crées, il y a cette idée forte, le jeu vidéo peut être un espace où l'on se sent moins seul, un endroit où l'on peut vivre, ressentir, expérimenter des émotions et des fonctionnements que la société, parfois l'école, l'entreprise, a encore du mal à accueillir. Quand tu parles de santé mentale, de neurodifférence, de différence, tu le fais pas pour expliquer, convaincre, corriger, tu le fais pour ouvrir un espace de dialogue, pour permettre à celles et ceux qui se sentent à côté de se dire mais je suis pas cassée en fait, je fonctionne autrement. Avec des projets comme The Others, dont tu nous reparleras, avec tes prises de parole publiques, tu tends un pont entre les jeunes et les adultes, entre le monde du jeu et le monde réel, entre la vulnérabilité et la transmission. Et c'est sans doute là que nos chemins se croisent, dans cette conviction que se montrer tel que l'on est, sans masquer les aspérités, est parfois le geste le plus puissant pour aider un ado, un parent, un adulte à se sentir moins seul à son tour. Et du coup, j'avais envie de commencer par ça. Comment toi, Michael, t'es arrivé dans l'univers du jeu vidéo? Alors le jeu vidéo, moi, ça a eu une place importante dans ma vie dès le plus jeune âge. Ça a été rapidement une sorte de refuge et d'exutoire. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce que j'essaie de faire, hein, c'est d'offrir ça aux autres. Donc j'ai joué ouais, depuis les premières consoles, depuis la Nintendo, tout ça, sans me questionner plus que ça hein, sur mon intérêt ou ma passion pour le jeu vidéo. À la base, moi, j'étais graphiste et web designer et forcément avec mon TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je tournais un petit peu en rond dans mon métier et j'ai compris, d'ailleurs c'était au moment du diagnostic du TDAH, hein, que j'ai commencé à avoir cette réflexion. En fait, j'ai compris que pour être heureux, il était impératif que j'ai un travail qui me passionne et que je me lève tous les matins pour quelque chose qui stimule mon cerveau d'un point de vue intellectuel et émotionnel et que c'est un peu la seule solution, j'ai l'impression, pour des TDAH d'être heureux. Et je me suis questionné: «Qu'est-ce que tu aimerais faire, tous les jours? Quelle est le la chose qui te passionne depuis toujours?» Et c'était une évidence, c'était le jeu vidéo. Du coup, j'ai décidé à 30 ans, de faire une reconversion et de me réorienter dans le jeu vidéo. Et j'ai eu la chance, étant montpelliérain, d'avoir un cursus public, de jeux vidéo à l'université, Paul Valéry, ce qui est assez rare, hein, parce que la plupart des écoles de jeux vidéo, des écoles privées qui sont très, très chères. Moi, j'avais pas de sous. Et c'est là qu'a commencé, le début de ma carrière et de mon histoire avec le jeu vidéo. À la base, j'y suis allé juste par passion du jeu vidéo, parce que j'étais un geek et que voilà, c'est ce sujet qui me passionnait. Et petit à petit, de par mon identité, de par mes sensibilités, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était, l'aspect humain, les enjeux éthiques, les représentations, l'accessibilité, enfin voilà, tout l'aspect humain en fait qui est dans le jeu vidéo, qui est hyper important en fait puisque, pour les personnes qui ne le savent pas, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est la première industrie culturelle au monde, bien avant le cinéma, bien avant la musique. C'est plus de 90 des 12-25 ans qui jouent aux jeux vidéo. Donc le jeu vidéo a un impact colossal sur les esprits des jeunes, des futures générations, sur le fait d'ouvrir les esprits, de proposer des représentations, de guider, d'accompagner, d'éduquer
et aujourd'hui, c'est encore trop, sous-estimé. Donc, ce que j'essaie de faire dans mes prises de parole, c'est à la fois de rappeler ou en tout cas d'informer sur l'impact qu'a le jeu vidéo aujourd'hui sur les esprits et sur les générations et puis aussi sa responsabilité éthique et sociale dans, les messages qu'il véhicule. Et justement, ça me fait une super transition parce que je me disais, les enfants, je vois mes ados, enfin, surtout un de mes fils de 15 ans qui est beaucoup dessus. Et souvent, je m'assois à côté de lui, je reste assez hypnotisée par ces décors que je trouve très très beaux en général, surtout ceux qui sont pas très réalistes en fait. Enfin bon, voilà, après chacun sa sensibilité. Et je vois tout ce que moi je ressens en tant que adulte, maman. Et donc j'entends bien quand tu parles de... il passe beaucoup de temps, c'est une des premières cultures. Qu'est-ce que, d'après toi, un ado va apprendre, consciemment ou non, sur lui-même et sur le monde en jouant aux jeux vidéo, en étant dedans, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment dedans hein, quand il y est, et ce qui en découle, quelle responsabilité on a vis-à-vis des enfants, des adolescents, en tant que créateurs de jeux vidéo, par rapport à tout ce qu'ils vont vivre à l'intérieur. Déjà, il y a énormément de choses et je pense que le rapport aux jeux vidéo, il est, très poussé, notamment chez les personnes neuroatypiques et les TDAH, tout simplement parce que, le jeu vidéo va agir sur les circuits de la récompense et de la dopamine, hein. C'est que ça, hein. Une boucle de gameplay, ce qu'on appelle dans le jeu vidéo, c'est basé sur tu dois réaliser, des objectifs pour atteindre une récompense, donc ça joue énormément sur ces systèmes-là. Donc d'un point de vue scientifique, c'est logique presque que les TDAH, soient attirés par les jeux vidéo. Il y a aussi ce phénomène d'hyperfocalisation qui permet, en tout cas, moi, je sais que je l'ai compris plus tard, le jeu vidéo, ça va être cet espace où je vais pouvoir soulager, le temps du jeu, mon cerveau. Mon cerveau de TDAH, c'est une tempête d'idées constante. Quand j'hyperfocalise sur mon jeu, mon attention se fixe sur le jeu et je suis débarrassé de toutes ces pensées, parasites que j'ai tout au long de la journée. Donc, bizarrement, c'est comme si ça reposait mon cerveau, le fait d'être, attentif à cette expérience et d'être immergé dans cette expérience de jeu. Ensuite, il y a plein d'études, hein, qui le montrent, le jeu vidéo va permettre de développer plein de compétences. Les temps de réaction, d'ailleurs, ça c'est utilisé aujourd'hui, notamment, pour Alzheimer ou des choses comme ça, parce que ça va faire travailler le cerveau sur la mémoire, sur la réactivité, mais aussi ce qu'on va appeler des soft skills, même si je déteste ce mot parce que je trouve qu'au final les soft skills, c'est presque les les compétences les plus importantes, selon moi. Mais, effectivement, le travail d'équipe, le leadership, quand on joue à des jeux, multijoueurs, on se rend compte que des personnes introverties dans la vie, des fois, vont avoir un leadership incroyable, dans les jeux vidéo. D'ailleurs, ça me fait penser à un documentaire qu'il y a sur Netflix qui est incroyable sur un jeune homme qui était atteint d'une maladie, dégénérative, qui était pratiquement, presque immobile et qui jouait, à World of Warcraft et ses parents étaient persuadés, que leur fils était complètement isolé du monde, hein, de par son handicap et en fait, à sa mort, ils ont découvert que, c'était une figure emblématique, du jeu, que tout le monde, énormément de personnes le connaissaient, qu'il avait créé toute une communauté autour de lui, qu'il avait une petite amie dans le jeu, qu'il était, connu pour sa bienveillance, pour son écoute et qu'en fait, il avait toute une vie parallèle où il était un espèce de leader avec toute une communauté autour de lui et tout ça et le reportage est incroyable, je ne me rappelle pas le nom, il est sur Netflix, mais voilà, si on peut le retrouver, le mettre en lien, dans le podcast. Bon, j'ai fait que pleurer, hein, moi, en le regardant, mais c'est incroyable parce qu'on se rend compte effectivement de cette espèce d'univers parallèle qui permet à certaines personnes qui sont isolées, bah, de vivre, une autre vie. Quoi d'autre? La culture aussi, il y a certains jeux, on va apprendre énormément de choses. Je pense notamment aux Assassin's Creed, hein, qui vont souvent se baser, même si c'est un petit peu transformé pour les besoins du jeu, vous avez énormément, de contenu et de contexte, historique. Moi, par exemple, adolescent, je me rappelle, je jouais à Final Fantasy, je crois que c'était déjà le 7, dans Final Fantasy, on peut, invoquer, des espèces de divinités qui viennent nous aider et moi, j'étais fasciné par, une divinité qui était la divinité Shiva dans le jeu et comme ça me fascinait dans le jeu, j'ai commencé à faire des recherches après et je me suis passionné de mythologie, indienne, à découvrir tout le panthéon des divinités hindoues et tout ça et à la base, c'était juste partie de mon jeu vidéo et en fait, voilà, il y a tous ces trucs-là qui vont, créer des intérêts pour certains sujets et oui, y apporter, de la connaissance. Après, effectivement, ça dépend le jeu. Si votre enfant joue qu'à Fortnite, à Call of Duty, je suis pas sûr qu'il apprenne grand-chose de notre monde. Mais voilà, ce qui
ce qui est important, et je fais exprès de dire ça, c'est de ne pas réduire les jeux vidéo à Call of, à Fortnite et à Minecraft. Il y a énormément de jeux, il y a une pluralité de jeux, intéressants, avec des narrations incroyables, avec des récits incroyables, avec, avec de la culture, avec de tout, et on se rend compte effectivement que, voilà, ça permet de développer, les compétences et de développer, les connaissances. Là où les parents, doivent être attentifs, c'est déjà la typologie de jeux auxquels jouent leurs enfants. On faisant attention à la classification PEGI, qui est une indication d'âge que vous avez sur les jeux, qui est là pour conseiller sur l'âge, qui est, le bon pour le jeu. C'est pas forcément que par rapport à la violence, ça c'est aussi la difficulté, mais ça va vous dire s'il y a, des gros mots, s'il y a de la violence, s'il y a, de la drogue, s'il y a plein de trucs comme ça, donc être attentif à ça. Effectivement, un enfant de 8 ans n'est pas censé jouer à GTA et à Call of Duty. Donc, voilà, faut juste un petit peu se renseigner. Mais par contre, ouais, faut vraiment avoir conscience que le jeu vidéo, c'est bien plus large que ça et qu'il y a énormément de belles choses, dans le jeu vidéo pour vos enfants. Merci pour ça. Il y a quelque chose qui m'a fait tilt quand tu parlais, tu disais par rapport au TDAH, ça m'a soulagé le cerveau et ça me permet d'être aussi hyper focus. Et effectivement, on disait qu'il y a beaucoup de jeunes avec un trouble de l'attention qui vont jouer aux jeux vidéo. Tu parlais de ce jeune homme dans le reportage Netflix. Il y a effectivement beaucoup de jeunes et jeunes adultes hein, et adultes tout court, neuroatypiques qui trouvent dans le jeu vidéo un refuge et même un espace de survie. Tu as déjà évoqué ce côté hyper focus. D'après toi, qu'est-ce que ce jeu peut leur offrir que l'école, la société leur donne pas toujours? Déjà, on s'est rendu compte qu'effectivement, sur des jeux multi comme ça, des jeux communautaires, des personnes qui sont un peu isolées socialement ou qui ont des difficultés, je pense par exemple à des enfants qui ont le trouble du spectre autistique, qui ont des fois des difficultés de sociabilisation. Ben ça va être beaucoup plus, sécurisé et moins frontal dans un jeu vidéo. Donc, ils vont pouvoir se créer des communautés, et des amis, via le jeu vidéo sans, avoir besoin de se confronter des fois, ben, à une réalité qui est peut-être un petit peu plus, difficile. Là, ça rejoint un petit peu mon autre combat, qui est mon combat pour l'accessibilité, donc rendre les jeux vidéo accessibles aux personnes en situation de handicap. Il faut avoir conscience qu'énormément de personnes, notamment les personnes qui sont marginalisées, par la société, que ce soit les personnes en situation de handicap, les personnes queer ou autres, vont avoir d'autant plus besoin d'avoir des espaces safe où elles vont pouvoir être acceptées et échapper à la dureté de la réalité. Moi, mon déclic sur l'accessibilité, comme je disais, je suis pas allé dans le jeu vidéo à la base pour faire de l'humain ou de l'éthique, j'y suis juste allé parce que je suis un gros geek. Mais de par ma sensibilité et de par mes expériences, j'ai commencé à me rendre compte de la responsabilité éthique et sociale qu'on avait, en tant que créateur et créatrice d'un médium qui est aussi puissant et qui touche, autant de personnes. Et le vrai déclic, il a été quand je travaillais sur Steep. Donc Steep, c'est un jeu de sport d'hiver. Donc je travaillais chez Ubisoft, Annecy, et nous avions reçu une lettre d'un ancien, skieur professionnel qui avait eu un accident et qui se retrouvait tétraplégique, je crois, et qui, nous expliquait que lui, quand il a eu son accident, pour lui, sa vie, elle était finie. Le ski, c'était toute sa vie, et qu'en fait, grâce à notre jeu, il a retrouvé le plaisir du ski et de la glisse, et que quelque part, le jeu vidéo lui a sauvé la vie. Il y a un autre documentaire là, qui est sur Combini, d'un joueur, non-voyant, qui est un professionnel de Street Fighter, en tout cas qui est un joueur, de Street Fighter, qui a gagné énormément de compétitions en étant non-voyant, et qui explique la même chose, que lui, il a perdu la vue au fur et à mesure, et quand il a perdu la vue, pour lui, bah, sa vie était terminée, et il a découvert, en fait, un jour, il était chez un pote, et son pote jouait, et il s'est rendu compte que, il jouait à Street Fighter, et lui, quand il voyait, il jouait à Street Fighter. Donc il a reconnu les sons de Street Fighter, et il a commencé à se dire: «Ah mais ça je reconnais, c'est le bruit d'un coup de pied. Ah ça c'est le bruit d'un coup de poing», et en fait, il s'est rendu compte que grâce au feedback sonore, il pouvait jouer à la console, et aujourd'hui, il bat, des personnes, voyantes à Street Fighter, et c'est un champion, du jeu. Pareil, c'est hyper intéressant, et encore une fois, c'est 2 exemples qui montrent que le jeu vidéo, concrètement, peut sauver des vies. Et si on en va aussi par cet autre sujet qui est le sujet des représentations, aujourd'hui, plus on mettra des représentations queer, des représentations de personnes racisées, des représentations de femmes correctement traitées dans les jeux vidéo, et plus, de manière inconsciente, en fait, on va normaliser ces représentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vos jeunes régulièrement, il y a un héros, LGBT qui est le héros du jeu, tout ça, en fait, ça va normaliser ce truc-là, et moi, je suis persuadé que ça peut faire reculer, l'homophobie, par exemple, et qu'aujourd'hui, ben, ça évitera peut-être qu'un jeune garçon de 13 ans se suicide parce qu'il est harcelé à l'école pour son homosexualité. Je pense au petit Lucas qui est un exemple
que je prends assez souvent, parce que tous vos jeunes jouent aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un outil de sensibilisation qui est hyper puissant, parce que dans un jeu vidéo, on joue à être quelqu'un d'autre. Donc on se met dans les baskets de quelqu'un d'autre, et il y a rien de mieux faire vivre la réalité de quelqu'un de différent. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'améliorer les représentations dans les jeux vidéo. Moi, je dis, je suis pas là en mode super wokiste, pinkwashing. Il faut impérativement qu'il y ait des personnages LGBT partout. Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui doit être le reflet pixelisé de notre réalité. Et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça reste un milieu hétéronormé, blanc, cisgenre, valide, et qu'aujourd'hui, voilà, il faut améliorer un petit peu tout ça parce qu'effectivement, ça peut accompagner, ça peut guider et ça peut, je pense sincèrement, sauver des vies. J'ai un peu digressé, hein, c'est ma spécialité. Je sais plus quelle était la question. Non, non, mais alors j'entends carrément et du coup je vais digresser aussi. Effectivement, tu parlais de la représentation et c'est vrai que, alors en France, mais j'imagine dans le monde, une personne sur cinq est en situation de handicap et 80% sont des handicaps invisibles. Alors quand je dis ça, moi, dans les ateliers, devant les personnes qui j'interviens, c'est très drôle parce que je leur dis non, alors attendez, on va pas commencer à regarder son voisin, s'il vous plaît. Parce que là, tout à coup, tout le monde se regarde en disant bah, c'est pas moi, donc c'est qui, c'est lequel, quoi. Tu vois, c'est quand même super drôle. Et bien souvent, on cumule les mandats. Oui, on peut être neuroatypique, avoir un TDAH, un HPI, et être gay. Waouh, c'est dingue. Ou lesbienne, ou enfin, peu importe, en fait. Donc, il y a aussi ce côté de casser les silos. Et justement, j'allais t'amener à te questionner sur Ethical. Et ben, je te laisse en parler justement sur ces questions d'éthique et des responsabilités qu'on a vis-à-vis des adolescents. Je parle beaucoup d'adolescents parce que c'est vraiment un âge charnière et un âge pas facile. Bien sûr. Voilà. Bah, c'est l'âge où on se découvre, c'est aussi ça l'importance des représentations. Moi, j'ai grandi dans un milieu modeste, j'avais pas de représentation LGBT. Si effectivement, dans mes jeux vidéo de l'époque, j'aurais eu un héros gay, par exemple, qui me disent: «Regarde, ça existe ailleurs et c'est pas négatif et tu peux être gay et sauver le monde». Mais en 2026, il n'existe toujours pas un héros principal écrit comme gay sur ce qu'on appelle un triple A. Un triple A, c'est blockbuster, hein, c'est des God of War, des Nathan Drake. C'est-à-dire que il n'y a pas, d'un point de vue marketing, d'un point de vue de la société, un homme gay ne peut pas encore sauver le monde dans un jeu vidéo, sachez-le. Mais oui, pour en revenir à Ethical Games, qui est mon studio de jeux vidéo que je vais créer ce mois-ci, hein, j'attendais le début d'une nouvelle année fiscale pour créer mon entreprise et mon studio. Bah, ça, c'est la résultante de 10 ans de lutte dans les gros studios de jeux vidéo. Moi, j'ai travaillé que pour des gros studios, des gros jeux triple A, hein, des Assassin's Creed, des Just Dance, des Alan Wake. Et je luttais en interne au fur et à mesure que je me suis rendu compte, en fait, déjà du problème de diversité des équipes. Donc, en découlait un problème de diversité sur le traitement des sujets et un problème d'inclusion aussi des systèmes de jeu. Et petit à petit, je me suis spécialisé sur ça et notamment aussi, on disait tout à l'heure sur l'accessibilité, hein, qui, je le rappelle, et le fait de rendre accessible aux personnes en situation de handicap les jeux vidéo. Mais en fait, je me suis juste épuisé à essayer de me battre contre les directions, contre les game directors, contre les directions de studios. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, écoute, si toi, vraiment, tu veux faire des jeux vidéo qui impactent positivement le monde, si tu veux montrer qu'on peut faire un jeu qui est 100% accessible pour les personnes en situation de handicap, tout en restant un excellent jeu, il va falloir que tu le fasses toi-même. Ça fait 10 ans que tu veux aussi faire, que ça ne marche pas, que tu t'épuises. Maintenant, tu vas leur montrer parce que tu as le talent pour et tu as les compétences pour et tu as l'expertise pour. Donc, j'ai aussi eu ce truc de prendre confiance en moi parce qu'on est énormément rabaissé, hein. C'est une industrie qui est dure, le jeu vidéo, on s'en rend pas compte. Et je veux dire, tu vas leur montrer. Donc, il y a un peu ce côté revanche aussi, hein, je l'avoue, mais surtout cette volonté, effectivement, de faire des jeux qui aident, en fait, me dire, mais moi, je suis pas docteur, je suis pas pompier, je sauve pas des vies. Par contre, je sais faire des jeux vidéo, qui est un médium ultra puissant, qui touche des millions de personnes, voire des milliards. Donc oui, je peux mettre ma petite pierre à l'édifice sur le temps de ma petite vie pour faire quelque chose de positif. Et d'abord, il y a eu l'Ethical Game Jam, mais avant l'Ethical Games, mais qui était déjà dans mes idées, où c'était un concours de création de jeux vidéo éthique sur la diversité et l'inclusion que j'ai organisé à Vivatech, c'était il y a 1 an, 2 ans maintenant, 2 ans peut-être.
Donc ça a été le 1er truc et puis effectivement le nom, Ethical Games, c'est facile à trouver. D'ailleurs, c'est Ethical All A2L, hein, pour le côté, inclusion. Mais surtout, la pierre angulaire de tout ça, c'est The Others. Donc on en a, vite fait parler, tout à l'heure, qui est mon jeu. Il pouvait pas s'appeler, autrement que The Others parce que les autres, c'est tout ce que j'ai voulu faire dans ma vie, c'est, aider les autres, aider les gens et qui va traiter justement, de, pathologie du cerveau, parce que je suis concerné, mais aussi de santé mentale parce que je suis aussi concerné, j'ai un sacré package, hein. Je sais pas si on l'a dit, mais en plus d'être TDAH, moi je suis atteint d'un trouble, de l'humeur borderline, que j'ai hérité de ma maman qui s'est suicidée, malheureusement il y a 2 ans et qui a été aussi le moteur de quelque part de tout ça, même si c'était déjà dans les tuyaux. Il y a eu un moment où je me suis dit: «Bon ben, en plus il m'arrive ça, voilà, je suis obligé d'en faire quelque chose, de transformer cet événement triste, en quelque chose de positif». Ce sera aussi un moyen de rendre hommage, à ma maman, mais surtout d'aider ceux qui sont encore là. Donc, il n'y avait pas de doute que c'était le chemin que je devais prendre et ça venait nourrir déjà mon ambition de faire des jeux, pour aider les autres. Donc, il y a eu la campagne de crowdfunding qui s'est très, très bien passée, qui m'a permis de récolter assez d'argent justement pour tout ce qui va incomber au début de la création de l'entreprise, tous les frais que je vais avoir et puis voilà, continuer, à aller chercher, d'autres aides et bientôt monter mon équipe et je l'espère commencer le développement de The Others. Et alors, c'est quand le développement de The Other? Bah, là, c'est les sous, hein, là, s'il y a tu as des investisseurs, des sugar daddy, peu importe, je prends, là, il faut des sous. Bah, c'est le nerf de la guerre, hein, là, il faut, pour faire un jeu comme je veux faire moi aujourd'hui, qui est un double A avec 3-4 ans de prod, une dizaine de personnes, il faut au minimum 1 000 000 €. Donc, les 11 000 € que j'ai récoltés là avec la campagne, c'est vraiment pour amorcer, l'aventure. Mais là, après, il va falloir aller débloquer des aides et aller chercher, des éditeurs ou des investisseurs. En tout cas, ce que je veux faire les users, je sais pas si je parle un petit peu plus du jeu, si tu avais envie de parler aussi, je peux vous pitcher vite fait le jeu. L'idée de The Others, en fait, c'est, d'incarner un personnage qui va évoluer dans un centre d'études du cerveau, qui est dans un manoir, un vieux manoir un peu creepy où il se passe des trucs chelous et qui étudie les pathologies les plus lourdes du cerveau. Vous allez avoir des maladies, d'Alzheimer, de la bipolarité, du PTSD et d'autres maladies, hein. J'ai pas tout listé parce que ça va se faire au fur et à mesure de l'avancement du jeu aussi, parce que je veux qu'il y ait une espèce de pertinence narrative, une pertinence de gameplay, pas juste choisir des maladies au hasard. Il faut qu'il y ait un vrai intérêt après dans la manière dont on va le traiter. Et l'idée, en fait, c'est que, vous allez devoir, aider les patients et les patientes pour leur tirer les vers du nez et glaner des informations sur qu'est-ce qui se passe dans ce manoir. Déjà, qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait là. On sent qu'il y a des trucs un peu chelous, un peu paranormaux. Il y a une personne qui a disparu, on sent qu'on est lié à la disparition de cette personne et pour avoir des infos, il faut qu'on aille gratter les infos auprès des patients. Sauf que les patients, eux, ils sont, dans leur pathologie, dans leur maladie, donc on va devoir les aider. Et en fait, on a un don, un pouvoir qui est, j'aime bien dire, qui est un don, d'empathie exacerbée qui fait que quand on touche quelqu'un, on absorbe son état psychique et cognitif. Donc en fait, on va vivre la pathologie à travers les yeux des patients, des patientes, à travers la maladie. On va voir le monde avec la maladie. Par exemple, si on prend la maladie d'Alzheimer, quand on va, aider, Anna, hein, qui est le personnage qui a la maladie d'Alzheimer, qui est ma grand-mère en fait, hein, qui a Alzheimer en ce moment. Il va être très personnel, hein, ce jeu, vous l'aurez compris. Et par exemple, c'est quoi avoir Alzheimer? C'est être perdu, c'est ne plus reconnaître les gens, c'est ne plus avoir de la notion de la temporalité, c'est, tout l'environnement qui est complètement chamboulé. Donc, et on va se retrouver dans une espèce de qui est-ce ou, qui est qui, où on va devoir remettre, les visages sur les personnes qui n'ont plus de visage et tout ça. Donc on va être dans une espèce de puzzle comme ça. Et pour chaque pathologie, maladie, vous allez avoir un gameplay, propre pour vous, mettre dans la peau de quelqu'un qui vit cette maladie et vous faire vivre la maladie. L'idée, c'est de sensibiliser par la mécanique de jeu, ce qu'on appelle la rhétorique procédurale, en game design et comment la mécanique de jeu, les interactions qu'on va proposer transmettent des messages, et des émotions de manière inconsciente. Ça, c'est une approche du design qui est hyper intéressante et que je vais mettre au cœur de mon jeu. Et effectivement, c'est à la fois, cette volonté de lever le tabou sur les maladies mentales et les pathologies, cognitives et puis aussi de les faire vivre pour sensibiliser sur ces sujets-là. Et Waouh, l'idée, dis en donc. fait, si on peut résumer, c'est en allant à la découverte des autres, on se découvre soi-même. Tu dis il faut 3-4 ans. Ouais, 2029-2030. Ouais, Mais après, je sais pas, hein, plus moi, tard. sur me donne 2 millions, je vous le fais plus rapidement, hein. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est vraiment indispensable. J'ai vu mes enfants jouer à Fortnite. J'ai interdit Fortnite. Mmh. J'interdis pas grand-chose, mais là, pour le coup, si.
Bon, j'ai Mmh. coupé le Wi-Fi, tout simplement. Ça, j'ai eu des récriminations et puis on a sorti des jeux de plateau et puis après on en a rediscuté. Et tu as cité aussi beaucoup de grands noms que même quand on joue pas, on les connaît. Mmh. Bien souvent, mon fils joue à un de ces jeux-là, c'est God of War, je crois. Et Parle. effectivement, le héros, il est très grand, très baraqué et Ouais. il a une carrure de monsieur propre avec un fils qui court partout autour de lui. Ouais. Ce qui est aussi un garçon, hein, forcément. Donc oui, vivement aussi que ça évolue. Alors ça évolue, hein, il y a de plus en plus maintenant des héroïnes féminines. Il y a certains sujets qui évoluent un petit peu plus rapidement. On a, je pense à Aloy de Horizon, Forbidden, à The Last of Us, Ellie de The Last of Us, qui est d'ailleurs lesbienne, qui est une des premières héroïnes, principales de jeux vidéo lesbiennes. Donc ça avance petit à petit, même s'il y a, du review bombing sur ces jeux-là. Donc le review bombing, je ne sais pas si vous savez, c'est quand, une un certain nombre de personnes va faire exprès de mettre des mauvaises reviews pour faire baisser, le score, d'un jeu et souvent dès qu'il y a un jeu avec des représentations LGBT, tout ça, ben voilà, vous allez avoir, des personnes qui n'ont que ça à faire que d'aller mettre des mauvaises notes exprès pour baisser, la cote du jeu. Mais bon, The Last of Us, qui est un jeu incroyable, malgré ça reste un succès critique et économique. Aujourd'hui, il y a la série. C'est un très, très bel exemple, hein, d'ailleurs, The Last of Us et j'invite tes enfants à y jouer. C'est un excellent jeu qui est, en plus une fable écologique à la base, hein, qui est un futur post-apocalyptique et qui est très intéressant et qui, en seconde lecture, a une héroïne lesbienne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir du jeu mainstream un petit peu comme ça. Il reste d'abord un très bon jeu, un peu de zombie, hein, c'est que ça reste un survival horror, mais en seconde lecture, oui, bah, l'héroïne, elle est lesbienne. On en parle très, très peu, c'est pas le sujet du jeu, mais voilà. Par contre, une jeune fille en construction, pré-ado, mal dans sa peau, qui peut-être prend conscience qu'elle est lesbienne, bah, elle va jouer à ce jeu et elle va avoir une belle représentation. Elle va se dire: «OK, ça existe, OK, on peut avoir un personnage intéressant autour de ça et je suis peut-être pas si anormal que ça» et ainsi de suite. C'est ça l'importance aujourd'hui de ces représentations-là dans les jeux vidéo. C'est pas juste mettre des licornes et des arcs-en-ciel et faire du pinkwashing. C'est juste se dire que cette représentation-là, cet effort-là, il va peut-être aider une jeune fille, en construction qui est mal dans sa peau et peut-être éviter, je sais pas, un suicide ou autre chose, quoi. Mais c'est ça aujourd'hui l'importance des représentations et des rôles modèles dans les médias. Et une jeune fille dans un jeu vidéo n'est pas forcément en costume moulante, la poitrine à moitié à l'air. Non, non, oui, c'est ça aussi, c'est lutter contre l'hypersexualisation des corps qui a été la norme pendant le jeu vidéo, donc ça évolue aussi. Par exemple, Aloy dont on parlait tout à l'heure et d'ailleurs je crois ils l'ont un peu amaigri pour le second ou un truc comme ça et tu là: «Mais ouais, pourquoi?» mais voilà, ça évolue lentement, mais ça évolue. Mais ça évolue beaucoup plus lentement que le cinéma et que les séries et tout ça, quoi. C'est à la fois une industrie d'innovation, le jeu vidéo, et à la fois, elle est en retard sur certains sujets, sociétaux. De la même manière qu'aujourd'hui, on a toutes les, compétences techniques et tout le savoir-faire pour faire des jeux 100% accessibles. Je reparle de The Last of Us parce qu'une personne non-voyante peut jouer à The Last of Us. Ils ont poussé les options d'accessibilité. C'est une référence, hein, en accessibilité de toute façon, Naughty Dog, et The Last of Us, ils ont poussé les options d'accessibilité au point qu'une personne, non-voyante peut jouer aux jeux vidéo. Moi, j'ai joué les yeux fermés justement pour tester les options et c'est incroyable. Donc aujourd'hui, on est capable de le faire. Pourtant, pas 100% des jeux vidéo qui sortent aujourd'hui sont 100% accessibles. Alors Ouais. que d'un point de vue mercantile, on n'arrive pas vraiment à chiffrer, mais je crois que c'est, entre 300 et 400 millions de joueurs et de joueuses en situation de handicap. Donc en plus de ça, si on pense même pas d'un point de vue humain, d'un point de vue mercantile et économique, c'est aller toucher entre 300 et 400 millions de joueurs et de joueuses en plus de faire de l'accessibilité. Waouh! Ça fait du monde, c'est ça aussi dont il faut se rendre compte. Quand on fait de l'accessibilité, on le fait pas juste parce qu'on a envie de vivre dans le monde des bisounours. On le fait aussi parce que il y a une réalité économique. C'est pas que pour faire des gros sous, c'est aussi pour permettre à des personnes qui auraient l'envie et le pouvoir d'achat de s'offrir les choses comme les autres, de le faire. Oui, je vais même aller au-delà et je le dis tout le temps, je le rappelle à mes étudiants et mes étudiantes, l'accessibilité, c'est pas qu'une question de handicap. On vieillit tous, nos temps de réaction diminuent, notre vue baisse, nos capacités auditives baissent. On peut avoir un accident de ski, avoir un bras dans le plâtre pendant un mois et vouloir jouer à son jeu vidéo. On peut avoir le bébé qui dort à côté, pas avoir de casque et vouloir jouer sans le son. C'est aussi ça l'accessibilité. L'accessibilité aujourd'hui, on réduit souvent au handicap. L'accessibilité, c'est comment, améliorer un confort de jeu pour tout un chacun, peu importe, le contexte.
Exactement, avec Arthur et Lynn, on raconte souvent cette histoire. La jeunesse de la télécommande. Comme là, on est Mhm. dans le jeu vidéo, on est dans les écrans, c'est pas mal. Ouais. Tu savais, la télécommande a été inventée au démarrage pour les personnes à mobilité réduite. Et Ah, notamment ok, en ouais. hôpital, où tu vois, l'infirmière, elle n'avait pas que ça à faire d'aller changer les chaînes. Il y avait, voilà, pour toutes les personnes à mobilité réduite, ils ont inventé la télécommande. Alors, quand la télé avec télécommande est sortie sur le marché, personne n'en voulait. Tu vois, il y avait un peu une représentation de comment. Attends, moi, c'est bon, je peux me déplacer quand même, un minimum. Ouais. Et puis, ben, aujourd'hui, on ouvre sa voiture avec une télécommande, on ferme ses volets avec une télécommande, et on n'imagine pas une seconde avoir une télé avec des boutons dessus, quoi. Mhm. C'est un truc de fou. Donc, en fait, ce qui est fait pour une petite partie, bien souvent, on a l'impression que on est hyper sympa avec les handicapés. Non, en fait, ça sert vraiment à tout le monde. Ouais, oui, moi j'ai un exemple dans le jeu vidéo que je donne aussi souvent à mes étudiants. Il y a un jeu qui s'appelle Dead by Daylight. Donc, c'est une espèce de cache-cache. En gros, il y a un tueur qui nous cherche dans une map et on doit l'éviter. Et en fait, quand le tueur se rapproche, notre rythme cardiaque s'accélère de plus en plus. Plus il est près, plus le cœur bat vite. Donc, on a cette espèce de feedback audio qui est censé nous informer de attention, le tueur est là. Donc, forcément, ils se sont rendus compte que les personnes malentendantes et sourdes n'avaient pas accès à ce feedback-là. Donc, les développeurs ont créé une nouvelle feature qui est le fait que le cœur apparaît en rouge, en transparence à travers le torse. Et dès que le tueur arrive, ben, le cœur s'allume et la lumière du cœur s'accélère et le battement du cœur s'accélère visuellement. En fait, on s'est rendu compte que maintenant, même les personnes qui n'étaient pas sourdes activaient cette option parce que quoi qu'il en soit, on repère plus facilement ce retour-là visuellement que d'un point de vue sonore. Et donc, encore une fois, une option qui a été pensée à la base pour un handicap, on se rend compte que ça devient une option qui est hyper pertinente en fait pour le confort de jeu de tout le monde. Donc, ça rejoint un petit peu le parallèle de la télécommande et Mais plus jeux vidéo. complètement. Et tu parlais de sans le son. C'est quelque chose comme 70-80% des vidéos sur les réseaux sociaux, notamment, qui sont regardées sans le son. Oui, ouais, parce que maintenant, Donc il y a les c'est. sous-titres automatiques, que ce soit sur TikTok ou. Oui, bah écoute, on a très très hâte que The Others viennent envahir nos écrans, nos salons, nos télés, nos PlayStation et autres consoles. Ça va être top. Ça va être compliqué de résumer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Merci infiniment, c'était passionnant. Il y a le jeu vidéo qui soulage le cerveau, le jeu vidéo qui amène dans un monde où possiblement on va se découvrir, on va avoir du leadership, on va reprendre confiance en soi, on va avoir des amis aussi, même des petites amies, dans des jeux qui permettent, comme ce skieur professionnel, de reprendre goût à la vie au travers d'un sport qu'on adore et qu'on peut plus pratiquer dans la vraie vie, mais qu'on peut continuer à pratiquer quand même. Ça va être un espace safe, sécurisé, et faisons en sorte qu'il soit éthique et social. Bien sûr, ça ne veut pas dire laisser tous les enfants ou adolescents jouer aux jeux vidéo les yeux fermés, comme tu le rappelais. Il y a aussi des recommandations, il y a aussi un regard, ça peut être aussi un échange et pas simplement des hurlements sur mais lâche un peu tes écrans. Parce que bien au contraire, ça peut apprendre beaucoup, beaucoup. Et puis merci pour toutes ces références qu'on mettra dans les notes d'épisode, évidemment. Et j'ai envie de te laisser le dernier mot, Michael. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben ouais, soyez attentifs et attentifs aux jeux. Il y a plein de beaux jeux. On peut donner quelques références. Il y a de très beaux jeux français aussi. Je pense à Life is Strange, puisque The Others va être inspiré de Life is Strange, qui est le studio de Dontnod, qui est un studio français. Le jeu vidéo, hein, je le rappelle, première industrie culturelle au monde, avec ses défauts et ses qualités. Il ne faut pas non plus complètement diaboliser, parce qu'il a bon dos le jeu vidéo hein, aujourd'hui. Hein, on l'accuse souvent d'être la cause d'actes de violence et tout. Avant, c'était les films d'horreur hein, dans les années 80. Ouais, je pense qu'il ne faut pas diaboliser le jeu vidéo et il y a plein de belles choses. Et j'espère justement pouvoir apporter ces belles choses à travers The Other dans quelques années. N'hésitez pas à suivre mes aventures, hein, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou même sur TikTok. Hein. Je suis assez présent sur les réseaux puisque je suis très vocal. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à suivre mes aventures. Et si vous êtes riche et que vous savez pas quoi faire de votre argent, ben moi j'ai besoin, j'ai besoin de sous pour mon jeu. Exactement, pour avoir le jeu qui devienne le premier espace de diversité, inclusion, neurodifférence, repos de l'esprit et ouverture au monde. Merci beaucoup pour ta présence et ton temps, Michael Delova. Et à très très bientôt. On se retrouve
comme tu l'as dit, sur les réseaux un peu partout et bientôt dans ton jeu. À bientôt. À bientôt. Hors cadre. Hors cadre. Hors cadre.